C'est un immense désert de glace, grand comme 4 fois la France, dont le nom évoque plus souvent le réchauffement climatique que des intrigues de palais. Pourtant, le Groenland est en train de devenir le point de la bascule de la géopolitique mondiale. Il y a encore quelques années, la proposition du président américain Donald Trump d'acheter l'île au Danemark avait provoqué un mélange de rire et de stupeur. Aujourd'hui, personne ne rit plus, car derrière les banquises qui craquent se cache un trésor de terres rares, indispensable à nos smartphones, nos voitures électriques et même à nos missiles. Mais ce caillou stratégique est aussi une poudrière diplomatique entre une population inuit qui rêve d'indépendance, un Danemark qui voit son influence s'effriter et des superpuissances que sont les États-Unis, la Chine et même la Russie qui rôdent autour des côtes arctiques. L'unité de l'Occident est mise à rude épreuve. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce numéro de On fait le point. Aujourd'hui, on va décortiquer la question du Groenland. Le monde occidental peut-il basculer et se diviser à cause du Groenland? Et pour discuter de cette question fatidique, nous allons recevoir sur ce plateau un camarade, Smaïn Taïfour. Smaïn Taïfour, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine. Bonsoir, mon cher Jérôme. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe technique. Mes salutations distinguées et aussi à vos téléspectateurs. Et je salue toute l'Afrique en unité. Alors, est-ce que le Groenland peut-il être l'élément déclencheur d'une rupture entre les États-Unis aujourd'hui et l'Europe de l'autre côté? Écoutez, je vous remercie pour votre introduction qui est vraiment explicite et très, très bien présentée. Voilà, je tenais à vous saluer par rapport à votre excellente interprétation, enfin introduction, pardon. Et voilà, donc pour revenir à votre question, mon cher Jérôme, je ne pense pas que on va dire, cette guéguerre, on va dire, de façade, ça va pas être, on va dire, une rupture cruciale qui déterminera, on va dire, la destinée de deux puissances, à savoir les États-Unis et dans une moindre mesure l'Union européenne, qui aujourd'hui, il est vrai, elle est au cœur d'un chantage quasiment diplomatique par rapport au Groenland. Alors, expliquer les choses simplement, mon cher Jérôme, et il faut savoir que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'Europe a bénéficié de ce qu'on appelle le plan Marshall. Ce plan Marshall a quasiment mis sous tutelle cette Europe et a eu aussi la création en 1949 de l'OTAN. Donc l'OTAN a quasiment on va dire inféodé les Européens aux États-Unis, donc organiquement, structurellement et idéologiquement, l'Europe est quasiment dépendante des États-Unis. Je vois mal, pour être honnête avec vous, je vois très très mal, même si la question elle est pertinente, il est vrai, mais je vois très mal une rupture brutale entre les deux blocs. Si on peut parler de bloc dans ce cas de figure, parce que c'est quand même la forme de discorde, le Groenland qui aujourd'hui constitue, on va dire, un enjeu capital dans les fluctuations et des changements géopolitiques entre, on va dire, les puissances existantes, notamment entre la Chine, l'Union européenne aujourd'hui qui essaye, on va dire, de faire un peu de la résistance, une résistance somme toute molle, parce que quand on a vu, d'ailleurs, je vous donne un indice, Monsieur Jérôme, pas plus loin qu'hier, à l'Union européenne, les Européens ont donc catalogué les gardiens de la révolution islamique iraniens d'organisations terroristes. C'est pour vous dire qu'il y a une harmonisation de politique, quand il s'agit de politique, entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc hier, c'était, on va dire, un cadeau diplomatique qui a été offert aux Américains, comme quoi les Européens sont toujours là pour soutenir les États-Unis, quelles qu'en soient les circonstances. Et c'est là où on voit que cette rupture n'aura jamais lieu. D'abord parce que l'Union européenne est, on va dire, militairement fragile, à savoir qu'il y a une bonne partie des pays européens, notamment ceux de l'Est de l'Europe, qui s'alimentent en armes chez les Américains. C'est tous des atlantistes pour la plupart. Alors vous avez aussi deux protectorats au sein de l'Europe occidentale, que sont l'Italie et l'Allemagne, c'est quasiment des protectorats. Il faut rappeler, pour remonter l'histoire, en 1963, Eisenhower a été aux États-Unis. Il y avait à l'époque encore Kennedy, il n'était pas encore assassiné. Ils ont négocié un peu sur le devenir de l'Europe. Et c'est dans ce cadre-là que M. De Gaulle, à l'époque, avait donc
compris que les États-Unis, de manière générale, avaient quasiment les pays européens sous sa coupe. C'est la raison pour laquelle, après, il se retirait en 66 de l'organisation atlantique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on comprend que l'Europe est passée par, on va dire, des turbulences hein, en matière de relations intra-européennes. Et je ne pense pas que, justement, parce que vous avez fait allusion à la rupture, il n'y aura pas de rupture pour la simple raison. Il y a beaucoup de pays européens, on risque de me répéter, qui sont quasiment affiliés à la doctrine américaine. Et il faut aussi rappeler par là que le maestro on va dire, de ce grand orchestre des Américains, ils ne peuvent pas donc laisser l'Europe évoluer. On l'a vu d'ailleurs à travers le conflit en Ukraine. Les Européens, c'est les plus grands perdants et c'est jamais vu. Des pays souverains qui agissent contre leur propre intérêt stratégique dès lors où ils mettent l'intérêt stratégique d'une puissance tierce, à savoir les États-Unis, quand ils ont donc, enfin, après on n'a pas des preuves, mais le gazoduc Yamal qui a été détruit, on a vu que l'approvisionnement en gaz pour l'Europe donc a été quasiment rompu. Et malgré cela, les Européens sont allés de l'avant, ils ont continué à marchander avec les Américains, pardon, et on a vu que les Américains vendaient leur gaz et leur pétrole 4 à 5 fois plus que les Russes. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que cette rupture, ne serait-ce que sur un plan organique, structurel et institutionnel, l'Europe ne va pas rompre de sitôt avec les États-Unis et ne deviendra pas dans un proche avenir, en tout cas dans le proche avenir, je ne vois pas l'Europe se fâcher avec les Américains. Tout ce que vous voyez là, c'est on va dire, des petites engueulades de circonstances. Hein. Donc, les Européens finiront, vous allez voir, avec le temps, à trouver un compromis. C'est les Américains insistaient pour mettre la main sur le Groenland. Il y aura un compromis entre les Européens et les Américains et vous verrez que tout, tout se passera comme le souhaitent les Américains, comme toujours d'ailleurs. Alors, sommes-nous prêts véritablement à voir une nation souveraine à naître au cœur de l'Arctique, quitte à briser l'équilibre de l'OTAN quand on voit véritablement tout ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pense pas, pour les raisons que je viens d'évoquer, l'OTAN n'est pas prêt à être brisé, notamment pour les Européens, parce que les Européens, ils ont tout à gagner en restant à l'intérieur de l'organisation atlantique pour la simple raison qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour se défendre, à l'exception de la France, qui est quand même détentrice de l'arme nucléaire, parce que la Grande-Bretagne, en fin de compte, qui est le trait d'union entre l'Europe et les États-Unis, n'existe plus en Europe en tant que, on va dire, partenaire ou membre de cette organisation, avant tout économique, hein, loin d'être une organisation politique. Vous pouvez constater, mon cher Jérôme, quand il s'agit d'ailleurs, je vous ai donné en guise de preuve le vote qui a eu lieu hier donc à l'Union européenne en cataloguant les gardiens de la révolution comme organisateurs terroristes, on voit bien quand il s'agit de politique, c'est quasiment l'alignement total. C'est les Européens s'alignent quasiment sur la position américaine quand il s'agit de décisions politiques. Mais quand il y a une décision économique, bon, les divergences sont, on va dire, assez maigres. Hein, donc les Européens sont quasiment inscrits et acquis à ce qu'on appelle le capitalisme anglo-saxon. L'anglo-saxon, je crois pas là, et américain et britanniques, ils ne sont pas prêts de sitôt à laisser tomber cette alliance qui, à leurs yeux, présente donc un enjeu capital à leur existence et leur survie en tant qu'entité et politique et économique. Donc, si, par exemple, vous m'avez posé très bien la question, elle est claire, si les Européens, on va dire, renonçaient à l'OTAN, ça équivaudrait à la fin de l'hégémonie du monde occidental. Il faut savoir qu'il y a deux blocs qui s'affrontent aujourd'hui. Vous avez le Sud global qui est piloté par la Chine et par la Russie, et vous avez aussi le bloc occidental, ou l'Occident collectif, si vous voulez, qui est aussi dirigé par les États-Unis. Alors, si cette alliance venait à imploser ou à exploser, si vous voulez, donc automatiquement l'hégémonie pardon, occidentale aura pris fin. Donc, enfin, dans l'immédiat, moi, je vois ça comme donc, une solution inconcevable. Alors, est-ce que les États-Unis pourraient-ils véritablement pousser l'indépendance du Groenland pour mieux placer le pays sur leur protectorat, camarade? Ben, très bonne question aussi, Jérôme.
Écoutez, si on devait remonter le fil de l'histoire, les États-Unis ont toujours convoité le Groenland. D'ailleurs, en 1867, ça rentrait déjà à la base dans le cadre de ce qu'on appelle la doctrine de Monroe, c'est-à-dire l'espace vital qui entoure, on va dire, les États-Unis, à savoir le continent américain sud et même nord. Le Groenland en fait quasiment partie parce que les Américains estiment que le Groenland fait partie du milieu naturel américain. Donc, comme quoi, c'est une terre qui appartient, on va dire, aux Amériques. Donc, on a vu qu'en 1867, il y a eu une proposition américaine pour l'achat, dans le cadre, bien sûr, de la doctrine Monroe. Après, en 1910, ça a été la même chose. Les Américains ont encore proposé, ça c'est pour remonter l'histoire. Et en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, Larry Truman avait proposé 100 millions de dollars à l'île pour justement, on va dire, l'occuper ou l'avoir, comme vous voulez. Alors, c'est là où on voit que même si comme on appelle ça, même si les Groenlandais avaient leur indépendance, d'ailleurs, c'est une nation constitutive ou un pays constitutif. Le Groenland est de facto, on va dire, parce qu'ils ont leur propre parlement, leur propre gouvernement, hormis bon, la défense et le ministère des Affaires étrangères, le Groenland est un pays de facto autonome. D'ailleurs, il y a, si vous voulez, une autonomie sur tous les plans. Même en 2021, il y a eu une loi qui interdisait, par exemple, ou qui interdit toujours, la prospection au pétrole. Vous voyez bien que c'est un territoire quasiment autonome qui est souverain dans ses décisions internes. Et je vois mal que les États-Unis, maintenant, s'ils vont pousser les Groenlandais à aller vers le giron américain. Non, si ça va se faire, ça va se faire. Vous allez voir, comme je l'ai dit au préambule, c'est que il va y avoir un compromis entre les différents acteurs qui sont liés à cette terre, ou cette grande île, si vous voulez, et qui finira par aboutir. Alors les Américains, pour le moment, ils ont un peu mis en veille cette histoire parce qu'ils sont occupés avec les Iraniens. Tantôt ils disent qu'ils vont lancer une guerre et tantôt ils veulent négocier, mais on va dire que ça reste le plan B pour les Américains en ce moment. Mais ils reviendront à la charge après que les Américains auront peut-être, on va dire, accompli leur mission vis-à-vis du Moyen-Orient et qui pourraient aussi aller encore vers la revendication des territoires du Groenland. Pourquoi le sous-sol groenlandais est-il devenu vital pour la souveraineté de la technologie occidentale aujourd'hui, Taïfour? Écoutez, il est vrai que le Groenland recèle des richesses inimaginables, on va dire inestimables aussi. Donc, ils ont toutes les richesses, que ce soit minérales ou naturelles, si vous voulez, que le monde recherche, notamment les Chinois pour les terres rares, les Américains pareil, et vous avez aussi les Européens qui savent très bien qu'il y a des richesses dans cette banquise, si vous voulez. Mais malheureusement, ce qui est beaucoup plus prépondérant et ce qui est beaucoup plus propriétaire pour les Américains, d'ailleurs, les Américains ont toujours eu des bases sur place. D'ailleurs, la base de Tulé qui servait à des missiles balistiques intercontinentaux, c'était une base américaine. Donc, les Américains ont toujours eu pied depuis la guerre froide et même avant, quand il y a eu le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, pendant un moment, ont occupé cette île. Les Américains sont venus les déloger. Donc, ça vous donne déjà une idée sur la convoitise qui est derrière. Après, il y a eu la guerre froide et les Américains, justement, toujours estimaient qu'il fallait se positionner dans cette terre géopolitiquement et géostratégiquement donc importante aux yeux des Américains, sachant qu'aujourd'hui, depuis 2019, les Chinois ont investi en entreprise là-bas dans les terres rares et ça constitue aujourd'hui un enjeu capital pour les Américains pour justement barrer la route aux Chinois et aux Russes. Donc, je ne pense pas que dans l'immédiat, que les richesses, d'ailleurs, le sol groenlandais est couvert à 80% de glace. Donc, il va falloir énormément d'argent et énormément de temps, et surtout parce que pour extraire toutes ces richesses, il faut non seulement la technologie essentielle à ce genre de travaux, et puis il y a aussi le temps, le facteur temps qui joue aussi, et vous avez aussi
le, Allez-y, Taïfour, on vous écoute. Alors, vous avez tout ça, donc je ne pense pas que la priorité actuelle des Américains soit ces richesses, parce que les Américains ils savent où aller chercher. On l'a vu au Venezuela, aujourd'hui c'est en Iran, hein, ils veulent aussi mettre la main là-bas pour renverser d'abord le régime iranien et mettre la main ou mettre quelqu'un qui soit donc, à l'Europe. Et voilà, donc je ne pense pas que le Groenland suscite l'appétit des Américains pour des considérations de richesse souterraine. Bien sûr, en sous-jacent, ça peut être le cas, mais c'est pas, on va dire, le souci majeur des Américains. Et enfin, si le Groenland choisit une neutralité post-indépendance, quel impact cela aurait-il sur la défense de l'Atlantique Nord? Écoutez, le Groenland ne peut pas faire bande à part, quelle que soit, on va dire, l'évolution politique et économique de cette île. Le Groenland est donc un pays qui appartient et qui est quasiment dans le processus de mutation géopolitique que connaît le monde aujourd'hui. Forcément, ce morceau de terre prendra position par rapport à une telle ou telle puissance pour pouvoir se défendre en cas de guerre, par exemple. Donc, s'il devait demander l'indépendance, il faudrait est-ce qu'il ait une armée, une économie très forte. Je ne pense pas qu'on soit à l'heure de la neutralité pour les pays. On n'est plus dans la configuration de la Deuxième Guerre mondiale. Il fut un temps, il est vrai, où les pays avaient cette possibilité, quand l'organisation des pays non alignés, vous avez aussi la Suisse qui s'inscrit en théorie dans cette dynamique de neutralité. Mais aujourd'hui, dans le monde et surtout avec les fluctuations géostratégiques, je ne pense pas que, quel que soit le pays, pourrait faire bande à part pour se soustraire, on va dire, aux vicissitudes de la politique internationale. C'est avec cette information que nous allons mettre un terme à ce numéro de On fait le point. Nous vous remercions, Smaïn Taïfour, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur Jérôme. À très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre également un terme à ce numéro de On fait le point. Nous vous invitons à rester scotchés sur les antennes de la télévision panafricaine pour la suite des programmes. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.